Olé, olé, youhou! Ce matin, le gouvernement sonne l'état d'alerte budgétaire. Et vous me direz dans quelques instants si vous êtes d'accord sur ce constat, l'alerte budgétaire. Vous me direz aussi où est-ce qu'il faut faire des économies, ce que vous proposez en la matière. Mais d'abord, un mot peut-être sur ce nouvel épisode des relations, allez, on va dire tumultueuses, entre Paris et Alger. L'Algérie veut expulser ce matin 12 agents de l'ambassade de France à Alger, en réponse à l'arrestation en région parisienne d'un agent consulaire algérien. Ce dernier est soupçonné d'avoir participé à une tentative d'enlèvement d'un opposant. Le ministre des Affaires étrangères ce matin dit si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. Manuel Bompard, est-ce que vous demandez, vous aussi à Alger ce matin, de renoncer à son projet? Écoutez, mais attendez les mecs, la semaine dernière, littéralement la semaine dernière, Macron, il a téléphoné au président algérien, il a envoyé aussi son ministre des Affaires étrangères, on pensait que c'est bon, l'Algérie s'est réconciliée avec la France, et inversement, mais finalement, il n'y a rien en fait les mecs. Finalement, on est reparti... On est reparti comme si de rien n'était, genre. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et moi, je souhaite qu'on mette un... Il y a des agents algériens en France? Ouais. Il y en a les mecs qui travaillent pour le gouvernement algérien, ils sont ensemble, etc. Genre, c'est une histoire assez compliquée, les mecs. Terme à cette logique de surenchère et d'escalade réciproque des uns qui répondent aux autres. Je ne connais pas évidemment l'ensemble des détails qui ont présidé d'abord à la mise en détention provisoire de cet agent consulaire, ensuite la réponse de l'Algérie. Je crois que M. Retailleau, qui est à l'initiative de cette surenchère et de cette escalade, doit sortir du jeu. C'est pas son rôle. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Activé sur l'arrestation de l'agent consulaire algérien. Enfin, je pense que tout le monde a vu que depuis plusieurs mois maintenant, M. Retailleau instrumentalise la relation entre la France et l'Algérie à des vocations de politique intérieure. Et à chaque fois qu'il salit cette relation... Enfin, là, il n'a rien dit, Bruno Retailleau, Manuel Bompard. Il a repris la parole encore hier sur ce sujet. Et à chaque fois qu'il a sali cette relation, ensuite, c'est le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères qui sont obligés de passer derrière. Donc, moi, je ne connais pas la nature exacte de ce que l'Algérie reproche à la France et de ce que la France reproche à l'Algérie dans cette histoire. Ce que je souhaite et ce que je demande, c'est que ces discussions-là, elles ne se fassent pas par provocation publique. Le désert est marocain, il faut que l'Algérie l'accepte. Les mecs, je pense que je vais commencer à ban si c'est pour casser les couilles. Hein. Voilà, je pense que je vais ban. En plus, c'est quoi? Tu tapes dans les aides sociales, tu taxes les riches, nanani, option fiscale, tout ça, fraudeur de la... Mais en fait, c'est un droitard, ce mec. C'est qui ce gars, genre? Doufla bientôt de droite avec autant de subs. C'est qui ce clown, là? Il n'y a aucun rapport en plus. Les gars, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir, je vous jure. Même si il y a des droitards en puissance qui font des blagues un peu ténébreuses, histoire de masquer leur fait que, vas-y, ils ont peut-être une haine contre l'Algérie. Ban, c'est bon, moi je banne, c'est bon, j'en ai marre maintenant, j'en ai marre. C'est bon, j'en ai marre, frère. Publique permanente, par surenchère publique permanente. Laissez l'humour, c'est moi qui fais de l'humour ici. Il n'y a que moi et les mecs qui sont là depuis 40 ans sur mon chat qui ont le droit de faire de l'humour. Mais les nouveaux, faites pas de l'humour, les mecs. Je vous demande pas de faire des blagues, c'est moi le streamer. Faites pas de blagues. Faites pas de blagues, c'est moi qui fais des blagues ici, d'accord? Il n'y a que moi qui fais des blagues. Ça suffit maintenant, les bêtises, là. Oh, c'est quoi ça? On est où, là? Il ralentit le stream en plus, un ralentisseur de stream. Ah ouais, gros. Je pense que le peuple français et le peuple algérien, ils ont envie de vivre en paix, en coopération et pas à se vivre comme des adversaires. Mais pour bien comprendre ce que vous dites, Manuel Bompard, et on ne va pas s'étendre sur le sujet, puisque évidemment l'histoire est extrêmement complexe, vous demandez à la France de ne pas répliquer, par exemple, si Alger décidait d'expulser ces 12 agents? Je demande à ce qu'il puisse y avoir une discussion entre la France et entre l'Algérie pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas, les personnes françaises à l'ambassade d'Algérie ne soient pas, à l'ambassade de France en Algérie ne soient pas expulsées et que la situation qui a produit cette escalade due à la démise en détention. Ça va ou quoi, mon gars? Merci Brabix pour le sub, le meilleur clown en plus, Albatar. Merci, sur provisoire de cet agent consulaire algérien soit aussi examiné. Enfin, écoutez, il y a parfois des désaccords entre la France et l'Algérie, comme entre la France et d'autres pays. Ça ne donne pas lieu à chaque fois à la mise sur la place publique et à une logique de surenchère permanente à laquelle on assiste depuis plusieurs mois. Il est temps que cette surenchère s'arrête et que les problèmes, quand il y en a, soient réglés par la discussion, par la diplomatie, comme on l'a toujours fait, tout simplement. Et sur la place publique, également, ce matin, c'est 40 à 50 milliards. Je reviens sur le sujet budgétaire. À trouver pour l'année prochaine, pour 2026. Pour retrouver un déficit
non pas raisonnable, mais moins déraisonnable que les années précédentes. On va évidemment parler de ce que vous allez proposer à François Bayrou demain, puisqu'il vous réunit au cours d'une conférence des finances publiques. Mais sur le constat d'abord, Manuel Bompard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le Premier ministre, le ministre de l'économie? Il faut faire des économies. Il faut faire en sorte que le déficit ne soit pas un déficit de 5,4% encore l'année prochaine. Ça, évidemment. Maintenant, objectif de 4,6% l'année prochaine, ouais, pour être précis. Mais la faute à qui, madame? Enfin, écoutez, c'est la faute à qui? Est-ce que vous savez que le niveau de recettes, si on le prend en proportion du PIB, n'a jamais été aussi bas dans ce pays depuis 2010. Les recettes, c'est la somme des impôts. Vous savez, mais pas seulement, les impôts, les taxes, c'est les recettes, TVA, les dividendes, les recettes de l'État. Est-ce que vous savez que si les recettes de la France étaient restées au même niveau qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aujourd'hui le déficit serait inférieur à 3% du PIB? C'est la faute d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, c'est la faute des cadeaux faits. Évidemment. Je vous vois venir. Des cadeaux faits aux plus riches. Ce que vous allez me dire, Manuel Bompard. Écoutez, pardon, mais c'est factuel. C'est pas. C'est factuel. Mais oui, moi je comprends pas pourquoi les journalistes ils essaient de tourner autour du pot. C'est factuellement la faute d'Emmanuel Macron que la France s'enfonce dans une crise comme ça. Le déresponsabiliser serait une erreur journalistique, genre. C'est une erreur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, genre. À quel moment les journalistes ils tombent pas sur la gueule d'Emmanuel Macron? C'est une dinguerie, genre. Un point de vue idéologique. Oui. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, l'État s'est privé de 60 à 80 milliards d'euros de recettes par an. Donc c'est factuel, vous pouvez le vérifier, le chiffre que je viens de vous indiquer. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller trouver 40 milliards d'euros. L'Élysée vous dit ça a produit de la croissance, ça a produit de la réduction de chômage, du nombre de chômeurs. Oh, la gueule de la croissance, frère, on est à 0,3%. La gueule des chômeurs, si c'est pour avoir des emplois ubérisés, bah super le journaliste. Mais super quoi. Ça a produit ses effets. Ce que Emmanuel Macron appelle cette politique de l'offre, ce que vous contestez. Mais attendez, regardez les chiffres de croissance. Les chiffres. Ce premier trimestre de l'année 2025, on est presque à zéro. Enfin, c'est ridicule. Le chômage est reparti à la hausse. Donc, évidemment, cette politique n'a pas produit de résultats. Et elle a très largement contribué à appauvrir l'État, à créer du déficit, à créer de la dette publique, parce que Emmanuel Macron a fait le choix d'avoir une politique de multiplication des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, aux grandes multinationales, et que l'argent... En plus, les amis, parce qu'il y en a un qui le cite sur le chat, le quoi qu'il en coûte, le chèque énergie, la prime de Noël, l'augmentation du SMIC, ça, je vais bien l'entendre, les amis. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, les mecs. C'est pas un gros mot d'avoir des chèques énergie pour aider les familles qui ne peuvent pas se payer l'électricité correctement, la prime de Noël pareil et l'augmentation du SMIC. Mais le problème, c'est que Macron, ça coûte, je sais que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent dans les dépenses de l'État, de donner des chèques. Des chèques, on va appeler ça comme ça aux Français. Mais à côté de ça, quand tu donnes aussi des chèques aux plus riches qui, eux, ça pèse énormément d'argent, bah, à un moment donné, les mecs, la mamite, elle va finir par tomber, mon gars. Ça va finir par déborder. Les cadeaux fiscaux qui se cumulent avec les cadeaux, les chèques pour les Français, bah, à un moment donné, ça pète, mon gars. Ça pète. Bah oui, frère. Les primes étaient indiscriminées. Les riches ont touché autant que les pauvres. Ah bon? Merde, j'ai perdu le truc. Ah bon, c'est vrai ça? Évidemment. Mais ça, après, on pourra en discuter si vous voulez. Mais la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été justifiée à l'époque comme étant une mesure qui allait permettre que les gens qui, soi-disant, étaient partis pour faire de l'exil fiscal reviennent finalement, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a eu aucune conséquence de ce point de vue-là. Première mesure, la taxe Zuckman, l'impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, 14 milliards d'euros. Deuxième mesure, ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire le fait que les multinationales, qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt qui correspond pourtant au chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France parce qu'ils ont des mécanismes d'optimisation fiscale qui fait qu'ils ont un chiffre d'affaires très important en France, mais finalement le bénéfice qui est déclaré en France n'est sans aucun rapport avec le chiffre d'affaires. Si vous décidez de taxer les multinationales au regard du chiffre d'affaires qu'elles produisent en France, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel Zuckman, là aussi, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, alors vous rentrez 25 à 26 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. 14 plus 26, si mes calculs sont bons, ça fait 40, non? Donc Monsieur Lombard, il a ses recettes. Sauf que ce que je vois, c'est qu'il nous dit précisément que c'est pas ce qu'il va faire. Pas d'augmentation d'impôts. Voilà. C'est que pour l'instant, la ligne fixée par le gouvernement, c'est on ne revoit pas à la hausse les prélèvements obligatoires, sauf sur les hauts revenus, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et qui jusqu'ici avaient des effets d'optimisation. Enfin, c'est 2 milliards aujourd'hui avec un taux d'imposition minimal
à 20%. 20% de ce que gagnent ces personnes, ça doit être... Elles ne peuvent pas payer en dessous en termes d'impôts. Je ne sais pas comment le dire autrement. Elles ne peuvent pas suroptimiser leur... ou faire des montages fiscaux. Il y a une autre piste, Manuel Bompard. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que ce taux de 20% de taxation minimale soit revu à la hausse? Est-ce qu'il faut aller au-delà, par exemple? Attendez, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais quand même préciser une chose, parce que je vois bien le langage qu'utilise le gouvernement. En gros, si vous proposez d'augmenter les recettes de l'État, on vous dit, vous voulez augmenter les impôts pour faire croire aux gens là qui nous écoutent que c'est leurs impôts qui vont augmenter. Alors qu'en vérité, quand je vous propose une taxe sur le patrimoine des 147 milliardaires ou un dispositif pour que les multinationales payent effectivement leurs impôts en France, pardon, mais aucun Français, aucune Française aujourd'hui qui nous écoute, à part s'il est dans les 147 milliardaires, va avoir ses impôts augmentés. Je veux quand même préciser ce point-là parce que je vois bien comment la malhonnêteté du débat public peut conduire à ce que quand nous disons faut augmenter les recettes, on fait croire aux gens qu'à la fin c'est eux qui vont devoir payer davantage. Ça c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, le dispositif dont on est en train de parler, qui a été introduit à titre normalement exceptionnel cette année, qui sera pérennisé vraisemblablement l'année prochaine. Alors manifestement il y a des accords entre ce que dit monsieur 147 milliardaires précisément, oui. Monsieur Lombard et ce que ça dit Madame Monchalin. Mais bon, prenons ministre de l'économie, ministre des comptes publics. Partons du principe qu'il va être effectivement pérennisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas évidemment opposé à ce qu'il puisse être pérennisé. D'ailleurs, on avait fait nous-mêmes des amendements pour qu'il puisse l'être pérennisé. Ces amendements avaient d'ailleurs été adoptés à l'Assemblée nationale quand on a pu débattre. Mais ensuite, il y a eu un 49.3 et ils se sont assis sur ces amendements. Mais on parle d'une recette de 2 milliards d'euros. Donc, c'est une recette qui est évidemment très faible. Et on parle quand même d'un dispositif qui vise à faire en sorte que les gens payent même pas l'impôt qu'ils doivent normalement, parce que normalement en France, vous savez, l'impôt est progressif, et si vous avez des recettes très importantes, vous payez davantage d'impôts. C'est un dispositif qui est mis en place pour dire, quelle que soit l'optimisation fiscale qui est mise en place, il faut qu'il y ait au moins 20% de taux d'impôt effectif. D'accord, mais la dernière tranche de l'impôt, par exemple sur le revenu, elle est pas à 20%, elle est à 40, 45, et on pourrait d'ailleurs la monter plus haut. Et c'est ce que dit le gouvernement, il dit... À l'inverse, ou en tout cas en parallèle ou en miroir à cette mesure, on peut aussi toucher aux niches fiscales. Les niches fiscales qui permettent précisément d'optimiser ce que vous payez. Vous savez, moi j'ai participé au débat à l'Assemblée nationale sur le budget de M. Barnier à l'époque, parce qu'avec M. Bayrou on n'a pas eu de débat. Barnier à l'ancienne. Il dit ça dans la presse, mais à chaque fois qu'on arrive très concrètement sur les niches fiscales... Doufla, est-ce que tu penses qu'un jour on aura une étude psychiatrique qui expliquera pourquoi un milliardaire qui a assez pour vivre 1000 vies de riches veut toujours plus d'oseille? Bah les mecs, après, je suis en train de réfléchir à un truc. Un milliardaire qui veut plus d'oseille, c'est peut-être parce qu'il veut aussi pérenniser sa famille sur des siècles et des siècles, les mecs. Hein. Vous savez qu'il y a des milliardaires en France qui sont là depuis une centaine d'années. Hein. Ils sont là ils sont implantés depuis des centaines et des centaines d'années. Ils veulent faire pérenniser encore leur famille, avoir plus de profits, avoir plus d'argent pour... vivre leur train de vie, les mecs, hein. Il faut se les payer, ces jets, hein. Il faut se les payer, ces yachts ultra performants. Il faut se les payer, ces avions, ces grosses voitures bien chères. Genre, un truc de ouf, hein. L'être humain est un éternel insatisfait. Ça, c'est vrai, ça. Un éternel insatisfait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça coûte cher, la cryogénisation aussi, hein. Et le pouvoir, c'est le but aussi. Ouais, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Moi, ça m'étonnerait même pas si un jour Bernard Arnault, il rentre en politique, les gars. Je pense que ça va jamais arriver, mais j'ai le sentiment que il y a des milliardaires comme, je sais pas moi, peut-être qu'un jour Xavier Niel, je ne serais même pas choqué qu'il entre en politique. Le gars, quand t'as tout l'argent du monde, comme Elon Musk, il te reste une seule chose, c'est le pouvoir politique, mon gars. De rentrer en politique, mec, pour peser. Trump, c'est le meilleur exemple, exactement, les mecs. Hein. C'est le meilleur exemple, genre. Mais vous en identifiez, Manuel Bompard, des niches fiscales, immédiatement à couper, qui permettraient de faire rentrer plus de 2, 3, 4 milliards d'euros. Il y a des milliards d'euros de niches fiscales. Bon, il y a des niches fiscales pour l'aide à la personne, par exemple, qui sont pas du tout bien calibrées. Il y a le crédit impôt recherche, dont tout le monde sait aujourd'hui que les entreprises bénéficient du crédit impôt recherche, alors qu'en vérité... parfois, ça ne vient pas du tout financer un effort de recherche. Normalement, le crédit impôt recherche, c'est pour financer un effort de recherche. Un effort de recherche. Quand vous voyez l'entreprise Sanofi qui a touché du crédit impôt recherche, alors qu'elle a supprimé quasiment l'ensemble des postes de chercheurs en France, vous voyez bien qu'il y a un problème avec le crédit impôt recherche. Donc oui, je veux dire, moi je suis favorable à ce qu'il y ait des nouvelles recettes. Mais évidemment qu'on peut faire des efforts sur la dépense. Vaut mieux qu'il se lance dans la politique au lieu de faire des choses bizarres comme Bolloré. Bah après, les gars, Xavier Niel, attention quand même. Hein. Xavier Niel, c'est un mec qui a aussi... C'est un patron de presse, les amis. Hein. Je ne lis pas la presse que détient Xavier Niel,
Mais moi, je me méfie, les mecs. Je vous dis la vérité, je me méfie des patrons de presse. Je me méfie des milliardaires qui rachètent des journaux. Je me méfie de ces mecs-là. Je me méfie, les mecs. Il faut faire attention à ces mecs-là. Parce que moi, je veux bien qu'on lui suce la bite. Merci pour la Freebox. Merci pour la Free, la puce qui a permis de faire baisser les prix en France, qui a permis d'ouvrir la concurrence en France sur le télécom. Merci, merci, merci. Mais il faut quand même se méfier des mecs comme ça, les mecs. Faut quand même se méfier, genre. Faut faire attention, genre. Même s'il est de gauche, je pense pas qu'il soit de gauche, Xavier Niel. Mais il faut se méfier des patrons de presse. C'est un pouvoir extrêmement important, les mecs, là. La presse écrite, la presse médiatique, le média mainstream, c'est un pouvoir extrêmement dangereux aussi. Je suis désolé, les mecs. La concentration horizontale des médias est le plus grand danger de la presse d'Oflin. Bah oui, moi je me méfie de ces mecs-là. C'est pas normal que des patrons d'entreprise possèdent des médias de presse. C'est pas normal. C'est jamais sans objectif, exactement, Gobiche, exactement. Il est marié à la fille de Bernard Arnault, c'est un oligarque comme les autres d'Ofla. Voilà. Voilà. Exil fiscal reviennent finalement. Bon, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a eu aucune conséquence de ce point de vue-là. Première mesure, la taxe Zuckman, l'impôt sur... Attends, putain, mais ça, on a déjà écouté ça. Pas d'augmentation d'impôts. Voilà. C'est que pour l'instant, la ligne fixée par le gouvernement, par exemple. Attendez, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais quand même... ministre des Comptes publics. Partons du principe qu'il va être effectivement pérennisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas évidemment opposé à ce qu'il puisse être pérennisé. D'ailleurs, on avait fait nous-mêmes des amendements pour qu'il puisse l'être pérennisé. Ces amendements avaient d'ailleurs été adoptés à l'Assemblée nationale quand on a pu débattre. Mais ensuite, il y a eu un 49.3, ils se sont assis sur ces amendements. Mais on parle d'une recette de 2 milliards d'euros. Donc, c'est une recette qui est évidemment très faible. Et on parle quand même d'un dispositif qui vise à faire en sorte que les gens payent même pas l'impôt qu'ils doivent normalement, parce que normalement en France, vous savez, l'impôt est progressif, et si vous avez des recettes très importantes, vous payez davantage. On peut pas, et à la fin, la seule solution, c'est d'aller voir tout le monde et de vous dire, bah, va falloir travailler plus longtemps. Bah, ça, pardon, mais c'est une logique dans laquelle je me retrouverai évidemment pas. Pour l'instant, sur les niches fiscales, il y a uniquement celle sur les gardes d'enfants qui est écartée par le gouvernement. Ce que vous évoquiez dans les aides à la personne, c'est... Mais attends, mais j'ai vu Manil Bompard, nanani, citation, et là, il y a marqué conditionneur. Mais c'est un stagiaire BFM TV qui travaille ou quoi? C'est quoi ça? Conditionné? C'est quoi cette faute là? Je comprends pas là. Oh! Oh! Un des items, mais il y en a d'autres. Des aspects de... J'ai pris cet exemple, mais vous voyez qu'il y a des choses beaucoup plus, qui correspondent à des dépenses beaucoup plus importantes. Et enfin, je voudrais dire une dernière chose, Naïla Latrousse, quand même. Parce que la logique politique et économique qui consiste à faire croire qu'en réduisant la dépense publique, en quelque sorte, on va relancer l'économie. Maniel Bompard. On dirait un entier qui a écrit Maniel. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et toutes les études, toute l'expérience, y compris économique, c'est ce qu'on a appliqué à la Grèce. Des plans d'austérité successifs, à la fin, ça s'est réduit. Ça s'est traduit par une baisse du PIB de 25%. Je rappelle ce que disent Éric Lombard, ministre de l'économie, ce que dit la porte-parole du gouvernement, c'est regarder du côté de la dépense publique, mais aussi permettre d'autres recettes, soit à travers les niches fiscales, soit, je l'évoquais, à travers cette piste d'augmenter... Est-ce qu'à un moment, on peut quand même regarder les recettes qui sont mises en place dans ce pays et savoir si elles fonctionnent ou si elle fonctionne pas. Enfin, pardon, le budget de monsieur Bayrou, l'OFCE, qui est pas la France Insoumise, l'Observatoire français des conjonctures économiques, dit c'est une réduction de la croissance de 0,4 points. Donc il y a une logique que tout le monde doit comprendre. Si vous contractez la dépense publique, si vous contractez l'activité économique, à la fin ça se traduit avec moins de recettes fiscales, et donc c'est un cercle vicieux. Et à l'inverse de ça, il faut produire un cercle vertueux. Et un cercle vertueux, ça passe par des investissements qui permettent de relancer la machine économique. Et on en a bien besoin, par exemple dans la transition écologique, pour donner cet exemple. Juste, comme vous avez évoqué à l'instant, Manuel Bompard, cette idée de travailler davantage, vous êtes contre évidemment toute nouvelle réforme des retraites qui serait mise sur la table par le gouvernement, parce qu'on entend cette petite musique monter il faut travailler plus, les Français ne travaillent pas assez. Non, mais d'abord, je suis évidemment contre une nouvelle réforme qui consisterait à reporter encore l'âge de départ à la retraite ou à allonger encore la durée de cotisation. Mais je suis pas seulement pour ça. Je suis pour revenir sur la réforme des retraites, dont je rappelle quand même qu'elle a été passée en force par 49.3, que 90% des actifs étaient opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et qu'aujourd'hui, quand même, que tout le monde quand même réalise, ce qui est quand même formidable d'un point de vue démocratique. Vous avez aujourd'hui une majorité de députés à l'Assemblée nationale
nationale qui est pour l'abrogation de la réforme des retraites. On n'a jamais eu l'opportunité de voter. Sophie Binet vous lance un appel ce matin dans Libération. Elle vous dit vous avez la possibilité de vous saisir de la question. Enfin, c'est vrai que vous avez le référendum d'initiative partagée. Il suffit de 185 parlementaires pour l'initier. Vous avez le compte. Pourquoi pas Pourquoi vous le faites pas? Mais parce qu'on a déjà essayé de le faire. Après, moi, je veux bien qu'on réexamine les conditions juridiques de le faire. Mais vous savez qu'à la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand le gouvernement est passé en force par 49.3, il y a déjà eu 2 tentatives de référendum d'initiative partagée sur le sujet. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel a considéré que les rédactions qui avaient été proposées ne rentraient pas dans le champ d'application du référendum d'initiative partagée. Mais évidemment... Donc la seule issue, c'est le référendum, comme le demande aussi Sophie Binet? Mais non, mais il y a quand même une issue un peu plus simple, pardon. Mais juste le référendum. Attendez, Naïla Latrousse, pardon. Vous le souhaitez ou pas sur Mais oui, je suis bien évidemment, moi je suis tout à fait favorable à un référendum et je suis sûr que s'il y avait un référendum, les Françaises et les Français voteraient pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais quand même, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Peut-être, je me permets de formuler une hypothèse, peut-être qu'en démocratie, un jour, on peut laisser les députés voter. C'est peut-être bien, dans une démocratie, de laisser les députés voter. Je décrypte le sous-titre de ce que vous dites, Manuel Bompard, c'est que la dernière fois que vous l'avez proposé, au cours d'une journée où vous aviez l'initiative des débats, il y avait eu de l'obstruction parlementaire et le texte n'avait pas pu être examiné dans les délais impartis. Oui, mais c'est quand même formidable. Je poursuis sur la retraite. Est-ce qu'il faut faire contribuer les retraités les plus riches, ceux qui défendent cette hypothèse, soit de revenir sur un abattement fiscal dont disposent les retraités, soit de désindexer les pensions de retraite pour les retraités les plus riches, mettent en avant comme argument qu'aujourd'hui, quand vous travaillez, quand vous êtes un actif, vous vivez moins bien que certains retraités. Bon, moi, dans le statu quo actuel, je suis pas pour reporter l'indexation des retraites ou annuler l'indexation des retraites sur l'inflation pour une catégorie de la population. Par contre, dans le financement d'un retour à l'âge de départ à la retraite à 62 ans et ensuite d'un retour à l'âge de départ à la retraite à 60 ans, je pense qu'une mesure qui consiste à produire une forme de surcotisation pendant toute la vie pour les plus hauts revenus devrait faire partie du panel des mesures qui permettent de garantir l'équilibre d'un système de retraite avec un âge de départ à 60 ans. Impacter aujourd'hui les retraités, ça me paraît pas être une mesure nécessaire. Enfin, écoutez, on a les revenus, on a les ressources aujourd'hui pour pouvoir financer le retour de l'âge de départ à la retraite dans un premier temps à 62 ans et ensuite même à 60 ans. On a ces ressources, on a ces recettes. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Donc maintenant, il y a des députés qui ont la volonté politique de le faire et c'est complètement incroyable que le gouvernement refuse que ces députés puissent tout simplement voter sur le sujet. Enfin, quand même, on nous a inventé un conclave en nous disant on va faire le conclave et puis à la fin du conclave, peut-être que les députés pourraient voter. Bon, le conclave, tout le monde a compris maintenant que ça a échoué. Et ben peut-être que c'est le temps que les députés puissent voter sur ce sujet. Ils ont réorienté leur débat sur le financement de il y a plusieurs organisations syndicales qui sont sorties. Pour être parfaitement exact. Vous avez la CGT, Force ouvrière qui sont sorties. Quand j'écoute ce que vous dites ce matin, je n'ai aucun doute sur le fait que vous n'arriviez pas à trouver de convergence avec le gouvernement à l'issue de la conférence des finances publiques. Est-ce que ça veut dire que si vos solutions ne sont pas conservées, il y aura forcément une censure? Et qu'est-ce que vous demandez au Parti socialiste? J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon les tenait pour responsables du régime ou de la cure de minceur annoncée par Éric Lombard. À un moment, il faut dire les choses franchement. Si le gouvernement de M. Bayrou peut aujourd'hui dérouler sa politique, c'est-à-dire un budget, parce que là on parle du budget 2026, mais un budget 2025 qui fait des coupes historiques dans le budget de l'écologie, dans le budget de l'éducation nationale, dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, tout ça c'est cette année. Bon, si ça c'est possible, si les provocations de M. Retailleau dont on parlait en introduction sont possibles, si on est dans une situation dans laquelle le gouvernement peut geler comme ça encore 9 milliards d'euros de crédit, c'est ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines, c'est bien parce que ce gouvernement a été laissé en place. Il a été laissé en place par le PS, parce que même le RN, les mecs comptaient censurer le gouvernement. Pourquoi le PS n'a pas censuré? Au nom de la stabilité. Non mais arrêtez s'il vous plaît. La stabilité de quoi? François Bayrou il apporte rien pour l'instant. La France elle est dans un tunnel et elle ne pourra jamais s'en sortir mon gars. On le voit pas ce bout du tunnel. La stabilité de quoi? Et si ce gouvernement a été laissé en place, c'est parce que les censures n'ont pas été votées. Et si elles n'ont pas été votées, c'est la responsabilité du Parti socialiste d'un côté qui ne l'a pas voté et du Rassemblement national de l'autre qui ne l'a pas voté non plus. Donc évidemment, ces gens qui se Bon, je sais pas pour sucer le RN, hein, mais pour rectifier un petit peu les paroles de Manuel Bompard, le RN n'a pas censuré le gouvernement parce que le PS a dit non. Et du coup, mathématiquement, c'est mort. Ils se sont dit, bon, on censure pas parce que ça sert à rien, vu que mathématiquement, il n'allait pas tomber, quoi. Voilà.
prétendent des opposants sont responsables aujourd'hui de la comment vous politique espérez l'hiver, convaincre le Parti exactement. socialiste de revenir à vos côtés et de voter la Je crois qu'il censure? faut qu'ils Non, mais c'est une excuse de merde, je suis d'accord, Mitsuao, mais à un moment donné, les mathématiques sont implacables. Vous pouvez dire que c'est une excuse des merdes, y a pas de souci, les gars, on peut en débattre, mais c'est juste mathématiques en fait. Donc, on peut rien faire contre les mathématiques, les gars. Hein. réalisent que les options économiques, pour prendre cet exemple-là, mais c'est vrai sur tous les aspects de la politique de ce gouvernement qui sont mis en place aujourd'hui, cette année, et qui sont envisagés pour l'année prochaine, nous amènent dans le mur et n'ont strictement rien à voir avec les engagements politiques que nous avons pris devant les électrices et les électeurs au moment des élections législatives. Donc nous, évidemment, nous sommes favorables à la censure de ce gouvernement. Nous avons déjà essayé à 5 reprises. À 5 reprises, nous avons déposé une motion de censure. Et nous sommes prêts, là, dans les prochains jours, à déposer une nouvelle motion de censure. Mais comme on n'a pas des motions de censure de manière illimitée, nous sommes prêts à déposer cette motion de censure si on a une garantie qu'au moins tous les députés de gauche la votent. Manuel Bompard, un dernier mot de la guerre commerciale entamée par Donald Trump, qui a encore répété cette nuit qu'aucun pays n'est à l'abri, qu'aucun pays n'est protégé à l'avenir face à l'augmentation des taxes que les États-Unis pourraient remettre en place. Le ministre de l'économie réunit tout à l'heure un conseil des entreprises pour discuter des effets de cette guerre commerciale et de la hausse des droits de douane. Que fait-on des 28 000 entreprises françaises qui exportent aux États-Unis? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les taxe? Non, évidemment qu'il faut les aider. Il y a différentes mesures à mettre en place pour Celles-là, on les aider. aide. Bah évidemment, non, mais de toute façon, il faut aider moi, j'ai pas de problème à dire qu'il faut aider évidemment les entreprises françaises qui vont être confrontées à une difficulté due à l'augmentation de ces droits de douane. On verra quelle est l'ampleur exacte, puisque Trump avait fait des annonces très importantes. Finalement, il a annoncé pour l'instant une augmentation de 10% des droits de douane relatifs à la France. Non, mais c'est très important, évidemment. Donc il y a certains secteurs en France qui sont impactés par cette mesure. Et par exemple, une manière de les aider, c'est de faire en sorte de ramener le prix de l'électricité, de remettre en place un blocage du prix de l'électricité, un tarif réglementé de l'électricité, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui une très grande difficulté pour la compétitivité de nos entreprises. Et ensuite, il faut des mesures de réponse aux annonces de Donald Trump. Bon, la France ne fait rien, l'Union européenne ne fait rien, le gouvernement français dit on n'a qu'à en profiter pour faire une super zone de libre-échange avec les États-Unis. Tout ça n'est pas sérieux. Et je pense que notamment une mesure de réponse, c'est de se concentrer sur la taxation des grandes entreprises du numérique qui constituent l'essentiel de la balance commerciale américaine. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Manuel Bompard. Merci d'avoir été l'invité de RTL BFM TV. Il est 8h52. Merci à vous. Il m'a manqué ce petit Manuel Bompard.